En fait, on est dans une époque folle. Enfin, toutes les époques sont folles. La nôtre a une folie particulière. Ouais. C'est que quand on dit la vérité, on est tout de suite taxé de radical ou d'extrémiste. Ouais. Alors que Sandrine Rousseau est mainstream, moi, on me dit tu es extrémiste. Je dis, ou tu es radical. Je dis non, je suis désolé. Je lis la Constitution, voilà. Pourquoi la police a quitté les quartiers? C'est pas parce qu'elle a été battue, c'est elle qui a quitté les quartiers. Elle s'est auto-censurée. Voilà. On sent. Mais si on va plus loin, il y a toujours une logique économique. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on va déserter les quartiers parce qu'on va laisser le trafic, parce que ceux qui font le trafic sont des citoyens qui votent. Oui. L'Empire contre-attaque, ça c'est sûr, parce qu'il est affaibli, parce qu'il est défié. L'Empire, vous parlez de l'Empire américain. L'Empire occidental, L'Empire occidental. autour de l'Amérique comme tête, si vous voulez. Et nous voilà. Et nous voilà au bar de l'Omerta. Un média libre, un média indépendant qui propose des enquêtes. Vous vous abonnerez, vous nous suivrez. Et là, ce soir, ce dimanche, on vient chez vous. On vient faire la fête chez vous. Avec des gens qui vont vous parler de tout, avec des hommes et des femmes qui savent ce dont ils parlent. Et on va vraiment chanter, on va dire des poèmes et surtout on va parler de ce qui vous intéresse le plus. Ça veut dire du réel. Le réel frappe à la porte, et ben qu'il entre. Voilà, alors je suis très 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 heureux. J'accueille des personnes que j'aime beaucoup. Je vais vous les présenter. Les uns après les autres. Agnès Naudin. Agnès Naudin est capitaine de police. Elle a écrit d'ailleurs, et je vous assure que c'était pas lié à nous, elle a écrit la loi de l'Omerta. Et elle dit, c'est ferme ta gueule, soit ferme ta gueule. Mais ce soir, je vous le prenais, Agnès Naudin va ouvrir sa gueule. Et elle, quand elle l'ouvre, ça va faire quelques dégâts. Caroline Galacteros. Caroline Galacteros est géopolitologue. Elle a écrit, d'ailleurs, je vais vous dire, elle a un institut qui s'appelle Géopragma et pas Géopharma. On ne parlera pas de Rivotril aujourd'hui, je vous le promets. On parlera en revanche de ce qui se passe dans ce monde. Et c'est absolument passionnant ce qui se passe en géopolitique parce qu'il y a Russie-Ukraine, mais il y a cette espèce de pierre qui a fait vraiment des ouragans concentriques qui n'arrêtent pas. Et puis, je suis aussi très heureux de recevoir Driss Ghali, qui est écrivain politique, qui est conférencier international et qui se partage entre Sao Paulo, le Maroc et Paris. C'est ça. Donc lui aussi, vous voyez, ils ont des idées, des distances. Et puis, mes deux guitaristes favoris, Boulou et Elios Ferré, que je connais, depuis 14-18, on était ensemble dans les tranchées. Vous savez, j'ai eu la jambe coupée, c'est eux qui m'ont fait thèse, antithèse, prothèse. Ça a été un grand moment. Et évidemment, le compositeur du générique, Jean-Luc Candiotti, qui est un formidable pianiste et qui va nous accompagner dans ce bar. Parce que nous ne sommes pas dans une salle de conférence. On est chez vous, on est avec vous. Et on suit un peu tout ce qui se passe. Et puis évidemment, la barmaid la plus sexy de ce côté-ci de l'Atlantique, elle a son shaker. Voilà, et si vous avez envie de boire, j'espère que vous avez prévu votre bouteille chez vous quand vous êtes devant vous. Voilà, sinon ça n'ira pas. Je vais venir à vous. Ah, merci. Merci Laurine. Alors, moi j'en ai un. Quelqu'un, voilà, servez Volontiers. Caroline, Merci. Agnès, Driss, moment, ça ira, tout va ça va. bien. Alors, on va commencer quand même parce que la loi de l'Omerta.
Alors Agnès Naudin, vous êtes capitaine de police. On va parler un peu de ce qui se passe. Pourquoi la loi de l'omerta? Pourquoi c'est la loi du silence? C'est un peu comme dans les mafias. Un peu, il y a la police d'un côté, la mafia de l'autre. Et l'omerta règne dans les deux ordres. Pourtant, ça n'a rien à voir. Bah, disons que dans le livre, c'est un peu l'omerta, on va dire, ou la mafia qui devient la police, ou la police qui devient la mafia, on ne sait pas trop. D'accord. Mais on a choisi ce mot omerta justement parce que c'est un vocabulaire qui est utilisé dans les clans, on va dire, mafieux. Et que la police, même si ça ne se dit pas comme ça, elle fonctionne de la même façon. De la même façon, c'est-à-dire pas la loi du silence. Exactement. Ça veut dire que quoi? C'est circulaire, il n'y a rien à voir? C'est on passe la poussière sous le tapis? On se refile la patate chaude? C'est quoi? C'est un peu, je pense, comme dans toute l'administration, parce que c'est pas valable que dans la police, parce que depuis qu'on a sorti le livre, j'ai eu des témoignages de magistrats, j'ai eu des témoignages alors, d'enseignants, de gendarmes, donc toutes les institutions sont plus ou moins touchées. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie de l'administration qui est maltraitante vis-à-vis de ses agents. Donc ça, c'est ce qu'on va recouvrir sous le nom de ce qu'on appelle chez nous les RPS, c'est les risques psychosociaux, le harcèlement, etc. Ouais. Ça, c'est une partie qui concerne tous les agents. Et de l'autre côté, il y a toutes les infractions qui sont commises par des policiers et où quand les agents veulent dénoncer ces faits qui sont des faits parfois, enfin souvent délictuels, parfois criminels, donc on n'est pas juste sur un petit mensonge, et où dans ces cas-là, eux, on va tout faire pour les écraser. On va tout faire pour les écraser parce que ça fait tâche dans un service de savoir qu'il y a ce type de comportement, parce que les violences policières, c'est pas acceptable, ce qui est normal, on est d'accord là-dessus, c'est pas la question. Ouais. Parce que tout est fait pour donner une image, non seulement de la police, de ses agents, mais aussi de son activité, qui n'est pas réelle. Oui, tout est fait donc pas pour regarder la réalité, mais la perception que la hiérarchie veut donner de la réalité. La perception que la politique veut donner de la réalité. Parce que finalement, la hiérarchie n'est qu'au service de La c'est politique, un truc, enfin, un entonnoir. du c'est pas- pouvoir, quel qu'il soit. Quoi. Exactement. Et je pense que cette dérive-là, elle n'est pas nouvelle, ça fait longtemps qu'elle est amorcée, mais qu'aujourd'hui, on arrive à un point où on a vraiment une instrumentalisation de la police. Et que les rares qui se posent des questions ou qui essayent justement de redonner du sens à leur métier, à ce qu'ils font, et de se mettre au service des autres, finalement aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est d'être rentable, et c'est d'être rentable pour servir une politique du chiffre. Rentable, ça veut dire politique du chiffre, c'est ça. Exactement. Ça veut dire vous faites tant d'arrestations, tant de verbalisations, tant de... C'est ça un peu... Tant d'amendes forfaitaires sur la consommation pour les stupéfiants, parce que quand ils ont mis ce super truc en place, il a bien fallu qu'il y ait des policiers derrière qui en fassent plein, en fait, parce que c'était à la mode à ce moment-là. Donc ça, c'est une partie. Donc nous, on va vous dire, c'est-à-dire que les chiffres du ministère de l'Intérieur vont vous dire, bah là, il y a eu ce mois-ci tant d'amendes forfaitaires qui ont été prononcées. Alors elles ont effectivement été faites, elles ont été écrites par des policiers ou autres. Simplement, quand elles arrivent en bout de course, au final, il y en a quasiment les 2/3 qui ne sont pas traités parce que soit il y a des erreurs dans les PV, soit ça ne remplit pas toutes les conditions. Donc ça fait énormément de travail pour, au final, arriver à 1/3 de quelque chose qui sert à... qui éventuellement servira à quelque chose, si tant est que, dans l'absolu, au niveau de la politique pénale, ça serve à quelque chose. Caroline Galacteros, c'est un climat, tout ça. Est-ce que c'est un climat qui se répercute un peu partout dans les narratifs qu'on entend aujourd'hui, que ce soit au niveau de la guerre, que ce soit au niveau des conflits, etc. Mais oui, moi ça résonne beaucoup avec ce que je vis dans mon domaine, c'est-à-dire cette capacité à réduire, soit à ignorer la réalité, soit à la maquiller, à la rendre comestible pour des objectifs effectivement politiques, mais en tout cas à s'interdire du coup. Et c'est ça qui est très frappant dans ce que vient de dire Agnès, si on peut s'appeler par nos prénoms. Oui. On est au bar, là, ici. Voilà, détendez-vous, lâchez-vous. Vous n'êtes pas... Mais c'est-à-dire que si une institution ne peut pas avoir un regard sur elle-même, sur ce qu'elle fait de bien, de mal, nettoyer ce qui ne va pas,
se remettre d'équerre, se renforcer, en fait, elle s'affaiblit, elle perd de sa légitimité véritable, elle sert un spectacle, quelque chose qui porte des noms, que l'on met en valeur, mais en fait, la prise sur le réel, elle faiblit. Eh bien, la guerre, c'est la même chose. Et la guerre que l'on vit aujourd'hui, ce conflit qui nous préoccupe tous et qui me préoccupe beaucoup, évidemment, c'est la même chose. C'est-à-dire, on est enfermé dans une bulle de mensonges à la fois vers l'extérieur et vers nous-mêmes. Et on ne peut plus en sortir, et plus on attend, plus ça devient compliqué d'en sortir. Et donc, on nourrit, on s'auto-intoxique, et on nourrit une intoxication vers l'extérieur sur la réalité de ce conflit. Et c'est très grave. C'est très grave parce qu'on perd prise. Oui, c'est amusant que toutes les deux, vous avez la même analyse, Agnès sur la police, vous sur ce qui se passe en géopolitique, notamment sur le conflit qui occupe l'Europe de l'Est actuellement. Driss Ghali, vous partagez effectivement entre, on peut dire 3 continents, pratiquement, vous ressentez aussi cette espèce de... parce que vous avez écrit un livre, un livre aussi passionnant, comme d'ailleurs le livre d'Agnès Naudin, Français, ouvrez les yeux. Mais vous avez l'impression qu'on est endormi, qu'on est tétanisé, que c'est la mouche tsetse qui nous a tous contaminés? Qu'on est envoûté. On est envoûté par carrément. On croit au Père Noël, l'Europe, l'atlantisme, le progrès technologique, comme si accumuler des licences, des patentes, des brevets allait nous sauver. On est aussi envoûté par des fausses vérités. L'immigration est une chance pour la France. À regarder de plus près, le bilan est plutôt négatif. Je ne dis pas que tous les immigrés sont un problème, mais clairement. En tout cas, l'immigration n'a pas coïncidé avec l'apogée de la puissance française. Ça fait 30 ans qu'on est en train de dégringoler, ne serait-ce que par le PIB par habitant. Donc, quand même, on est envoûté, puis on est drogué par la logique du confort. Netflix, Tinder, la liberté sexuelle. Il n'a jamais été plus facile d'avoir des relations sexuelles qu'aujourd'hui. Donc, dans un sens, nous sommes dans... Encore que. Mais quelle évolution anthropologique, quand même, en 20 ans. C'est pour ça que le système est très fort, parce qu'il a réussi à acheter la loyauté des gens. Il n'y a pas que les allocations. Vous voulez dire, écoutez, jouissez, mangez, et puis voilà, on s'occupe du reste, quoi. C'est ça. Et tout le monde ressent la tiers-mondisation du pays, l'ensauvagement. Tout le monde, les gens ne sont pas complètement... Mais ils sont envoûtés, parce que finalement... tant qu'il n'y a pas d'alternative forte, les gens donnent le blanc-seing au système et qui jouent de ça, de notre abdication collective. Tant que ça ne les touche pas. Même si ça les touche, je pense en faisant ce livre, j'ai découvert que finalement, avant la sécurité, arrive le confort. C'est-à-dire que les gens acceptent vivre dans l'insécurité si elle est prévisible. Je vis en cité, j'obéis à la loi du lieu pour avoir la vie sauve, mais j'ai mon Netflix, mon plasma. Mais à condition que ça n'arrive qu'aux autres. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas être tabassé dans la rue parce que moi, sauf que quand ils apprennent que le cousin ou que quelqu'un de proche a été tabassé, là, ça... Et encore. On est vraiment dans les limites. Là, vous savez, la pyramide de Maslow, il faut la revisiter. On disait, c'est de la sécurité avant. Je suis en train de me dire que Netflix et Tinder et le frigo rempli arrivent avant la sécurité. La Sainte Trinité. Dans la pyramide de Maslow, les besoins primaires, il y a quand même le fait de manger. Oui, en premier lieu. sûr. Mais effectivement, Netflix n'arrive pas loin après. Et d'ailleurs, ça va souvent de pair. On mange devant Netflix. Alors, on mange devant Netflix, mais nous n'allons pas danser devant Netflix. Nous allons faire un peu de... Vous savez, imaginez pourquoi on est au bar de l'Omerta. Vous savez, l'Omerta, c'est un média qui fait énormément d'enquêtes, qui a fait un magazine, Ukraine, la vérité qui dérange, qui fait beaucoup de choses. Et au bar de l'Omerta, on parle de tout, il n'y a pas de tabou. Et d'ailleurs, il faudra vous abonner effectivement à omertamedia.fr parce que, voilà, il faut suivre, comme je le fais moi, je le dis à Sud Radio, dans mon émission, il faut suivre les gens qui ont question à tout. Personne n'a réponse à tout, mais on doit avoir question à tout. C'est le cas de nos invités et c'est le cas aussi de nos musiciens, parce qu'un bar sans musique, c'est Barbès sans Rochechouart, c'est Otis sans Piffre, c'est Erckmann sans Chatrian. Et absolument. Et je voudrais que Jean-Luc Andiotti, est-ce que tu te rappelles? Oui, vas-y. Où c'était, je vous évoque quelque chose. Et d'ailleurs, vous me direz quels sont vos airs préférés. Mais rappelez-vous Casablanca.
quand Humphrey Bogart, Laurent Bacall, ils sont là dans cette espèce de bar. Imaginez-vous, allez, vous aussi, là, qui nous sommes en train de nous regarder. Mettez-vous là-dedans. Imaginez un peu qui rentre. Le rêve. Et que Sam est là. Et je me lève. Et je vais et je lui dis « Play it again, Sam ». You must remember this. A kiss is still a kiss. As time goes by. Yeah. Vous voyez ce qui nous sauve, et vous le savez, vous, c'est qu'on est occupé par ce qui se passe. Mais heureusement qu'il y a l'art, heureusement qu'il y a la musique, heureusement qu'il y a la poésie. Et oui. Éternelle. Nous, on décrypte, mais la musique, mais l'art, mais la poésie, elle est là. Voilà. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas votre shaker. Hein, Laurie? Et je voudrais qu'on continue un peu en essayant de voir si on peut aller plus loin, effectivement. Dans cette espèce, vous avez parlé du silence, vous avez parlé de la perception de la réalité, vous avez parlé du fait qu'on se retrouve effectivement dans des... On essaie de nous donner des perceptions du réel. Mais c'est quoi? C'est Agnès Nodin, c'est la hiérarchie, c'est le camp du bien, c'est quoi? C'est-à-dire que les princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, d'ailleurs de droite, de gauche, du centre, d'en haut et d'en bas, je vous pose la question à tous les trois, est-ce que c'est au fond, ils se disent, mais nous, on sait ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont sincèrement persuadés qu'ils font notre bien, même malgré nous ou pas malgré nous, on n'a pas à s'occuper de ça? Et c'est quoi? C'est l'ordre doit régner à Varsovie? C'est quoi? C'est quoi l'intention? C'est vraiment Je pense que l'instinct premier, qui est l'instinct primaire, c'est de toujours préserver son intérêt individuel. Et quand on est dans une administration, l'intérêt commande de fermer sa gueule. Parce que si on l'ouvre, du coup, on va aller percuter de point fouet cet intérêt qui est de garder son salaire, de ne pas être emmerdé, de rentrer chez soi le soir, de voir ses enfants, etc. etc. Ça, c'est valable on va dire, dans les corporations qui sont plus ou moins individualistes, ce qui est le cas de la police. Ce sera moins vrai chez les gendarmes parce qu'eux, ils ont intégré le collectif ou les militaires, par exemple, ils vivent avec ça. Enfin, je veux dire, le métier fait partie du privé, le privé est dans le métier. Ouais. On est en caserne, on ne parle pas de la même chose. Les enseignants qui rentrent, ils sont tout seuls toute la journée, ils rentrent chez eux seuls le soir, etc., etc. Donc, il y a vraiment une séparation entre la vie privée et le professionnel. Et cette incursion du professionnel dans la vie privée, chez nous, ça va être on se lève très tôt le matin pour aller péter des portes à 6 heures, ou on se fait 48 heures de garde à vue, et donc voilà, il n'y a plus le privé dans ces cas-là est complètement balayé. La famille, les enfants, voilà. tout ça. Mais ça fait partie des choses et qui sont sues et qui sont acceptées, et quand on rentre dans la police, on sait entre guillemets à quoi s'attendre. Ce qui est moins le cas quand on rentre dans la police, c'est de se dire que les ennemis qui sont, entre guillemets, à l'extérieur, eux, ils sont visibles, on le sait. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est pas qu'ils sont pas visibles, c'est qu'ils sont là, mais il n'y a pas que eux, il y a le système et la manière dont ils fonctionnent. Si je prends par exemple les notations... Un exemple concret, par exemple. Les notations. D'accord. Les notations. Les notations. Voilà, parce que dans le privé, on a des objectifs. Si on remplit les objectifs, on a des primes. Ça, c'est un truc qui est facile à faire. Quand on est policier, on a des notations et on est toujours noté par son supérieur. D'accord. Donc, de manière complètement inconsciente, si on sait qu'on est noté par cette personne-là, peu importe ce que cette personne-là va faire, on va suivre. Parce que de cette notation va découler les primes, les mutations, les prises de grade, les avancements. Tout ce qui touche effectivement l'individu et ce qu'il est en train de faire. Et à contrario, si on ne fait pas ce que le chef veut, et donc on va dire, j'entends par le chef le notateur, là dans ces cas-là, c'est toute la pyramide qui est au-dessus qui va se mettre en branle, et on va avoir des mauvaises notations, et donc ça veut dire pas avoir ni accès aux primes ni aux mutations, et puis on se fait écraser, et puis on aura toutes les missions qu'on n'a pas envie de faire, on va les prendre, ce qu'on appelle manger son pain noir, etc. etc. D'où l'omerta, d'où le fait qu'on se tait. Ouais. Et ça c'est très conscient, mais quand on rentre
On se dit pas, c'est l'omerta, il faut que je ferme ma gueule. C'est juste, en fait, je rentre dans le moule et je le fais de manière inconsciente. Et le jour où, il y a, je sais pas moi, un major, par exemple, c'est ce qu'on écrit dans le livre, qui lui-même, sur une interpellation, frappe un gamin qui doit avoir 14 ans ou 15 ans à l'époque. Si le chef fait ça, mais tous ceux qui sont en dessous, bien évidemment, après, ils se tiennent tous. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait une connerie, si tu ne l'as pas dit, si c'est pas remonté, c'est pas descendu, enfin, si c'est rien passé, allez, porte ouverte à toutes les fenêtres. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, parce que de toute façon, le chef là-haut, il ne pourra pas, puisque lui-même, il fait la même chose. C'est presque société à irresponsabilité illimitée, quoi. C'est un peu ça. Si mais il n'y a pas quelqu'un qui, à un moment de... Oui, mais il n'y a pas quelqu'un en haut qui peut dire « Attendez, ça ne va pas, pourquoi vous avez frappé ce gosse ?» Non, mais en haut, il n'est pas forcément au courant. Mais quand il y en a un qui dénonce, et que le major en question, il est rentable parce qu'il fait des chiffres, parce qu'il tient, entre guillemets, bien ses troupes et que ça se passe bien avec lui, ça va être plus compliqué de l'enlever lui que d'enlever celui qui a dénoncé les faits. Et c'est comme ça que ça se passe. Et il y a tout un tas d'articles, et c'est en ça que je dis, c'est souvent le système aussi qui permet aux individus, c'est qui permet et qui même, je pense, de manière inconsciente, font qu'ils deviennent ça, alors qu'ils ne le sont pas forcément au départ. Mais à les écraser, après d'ailleurs, on peut plus rien faire, on laisse faire et on donne cet exemple-là. Driss, juste un mot, est-ce que ce côté hiérarchie, on a parlé effectivement un peu des Français qui dorment ou qui sont tétanisés, mais ce côté hiérarchie, au fond, on a l'impression qu'il y a une espèce de pyramide un peu partout, mais qui protège, quoi. Chacun protège l'autre, chacun tient l'autre, c'est ça. Les gens veulent leur retraite, hein. Ce pays rêve de retraite. Hein. On est en plein débat sur les retraites. Et pour la retraite, on se damne. Ah oui. Je veux dire, la retraite, l'horizon indépassable de notre temps. C'est pour ça qu'il y a des gosses de 8 ans qui descendent manifester pour la retraite. Ce qui est extrêmement inquiétant. Ce qui est un peu, problématique. Moi, je suis français aujourd'hui, je manifeste contre mon remplacement par des peuples étrangers. Je suis français d'origine étrangère, je manifeste contre le chômage de masse. Je manifeste contre le prix du mètre carré à 10 000 euros à Paris. Comment voulez-vous vivre ? Alors attendez, avant que vous ne disiez « là, j'en peux plus, mets ton mouchoir, je vais m'étouffer, il n'y a plus que ça », eh bien, je vais vous dire, je vais vous ramener dans des endroits magnifiques, qui sont encore là, pas non plus, c'est vrai. On va aller à Montparnasse, à Paris, vous savez, Montparnasse, les années 30, c'était les années absolument où il y avait tous les peintres, les Modigliani, tout ça. Et puis, il y avait effectivement une femme qui a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle, des femmes exemplaires, Kiki de Montparnasse. Kiki de Montparnasse, Hélios Ferré, avec Boulou, en a fait un air magnifique. Je voudrais qu'on écoute Boulou et Hélios Ferré dans Kiki. Merci André, merci beaucoup. Montparnasse, plein aux as, jamais je me lasse de Montparnasse. Où elle est où Kiki? Disparu, endormi, dans les ciels de lit de Modigliani. Comme on fait son Modigliani, on se couche. Hey, go. Bravo! Jean-Luc Andiotti, composition d'Hélios Ferré, Boulou Ferré. Et Jean-Luc. Ainsi que, Jean-Luc Andiotti, c'est notre Mozart à nous, tu vois. Mais lui, il n'est pas comme Beethoven, il n'est pas sourd. Caroline Galacteros, aussi ce sentiment, cette espèce de... alors,
on est un peu, enfin, c'est pas qu'on est négatif, mais c'est vrai, on constate, chacun, Agnès Naudin, Driss Ghali, constate un peu une espèce de, on se tient, tu me tiens, je te tiens par la barbichette, puis le système vissé. Mais à un moment donné, on a toujours eu ça, et à un moment donné, ça casse. Est-ce que c'est vrai? On le sait, dans les siècles, on ne va pas refaire l'histoire de l'humanité, mais il y a eu énormément de systèmes qui étaient des systèmes fermés, et puis à un moment donné, quelque chose se passe qui casse le système. Alors, c'est encore possible aujourd'hui, j'imagine, ou pas, à votre avis? Je crains que ça ne se casse de manière très violente et dont, enfin, on n'a même pas idée de ce qui nous attend. En tout cas, je parle encore une fois, moi, de mon modeste domaine de compétences. Mais quand je vous écoute tous les deux, je l'ai vécu aussi quand j'ai travaillé dans l'administration. Pendant 10 ans, j'ai vécu ça. Vous avez travaillé où, Caroline? J'ai travaillé dans les services du Premier ministre, mais il y a bien longtemps. Je m'y occupais des Balkans. Et il y a ça, c'est-à-dire, oui, alors, et depuis 30 ans, ça a empiré, c'est-à-dire que l'individualisme, bien sûr, est monté, l'isolement des gens, la solitude des gens, y compris des fonctionnaires. C'est vrai. Donc, il y a des mécanismes effectivement, de groupes, d'agrégation, de groupes d'intérêt, on se tient, on se protège, hein. Mais ce faisant, on oublie complètement pourquoi on est là à la fin. C'est-à-dire que c'est le collectif des choses, le but, la destination, l'intérêt commun, quoi. L'intérêt de l'État. Or, l'intérêt de l'État est d'avoir des administrations efficaces, saines, qui sont capables de purger leurs problèmes, qui sont orientées vers des résultats, vers un collectif. Donc, c'est aussi tous ces phénomènes-là dont on parle. Pour moi, ils sont liés aussi enfin, ils sont en parallèle, ils souffrent de la faillite progressive du collectif. Oui, mais l'intérêt de l'État, est-ce que c'est justement pas pour son intérêt qu'il fait ça? Il est plus dans l'intérêt. Mais l'État, c'est nous, Agnès. Ah bon? Ben oui. Enfin, l'État. Je suis pas au courant. Non, on me l'a pas dit. Ne sommes-nous pas les copropriétaires de la Maison France? Non, c'est fini ça. Ah, c'est fini ça. Ah mais oui, on te l'a pas dit. Ah bon? C'est fini. Ah bah si, mais fini. Alors on n'est même pas locataires, on est squatters de la Maison France. Qu'est-ce qu'on raconte? Non, mais le problème après, c'est l'évolution de la classe politique. Ouais. Effectivement, et de ses intérêts, de la manière dont elle privatise aussi, d'une certaine façon, on oublie l'intérêt du citoyen. Voilà, on oublie l'intérêt du citoyen, on oublie l'intérêt, j'allais dire, de l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire d'une nation. Et dans les grandes administrations d'État, comme le ministère de l'Intérieur, tout, mais pas seulement, ça peut être l'éducation, ça peut être la santé, ça peut être la défense, bien sûr, ça peut être dans tout. Tout ça, c'est-à-dire que pour moi, ce que j'ai vécu aussi, c'est-à-dire la manière dont le système se verrouille sur lui-même, ça se fait souvent au nom du comment dirais-je, du bien-être et de la... Ah, c'est toujours au nom du bien. Non, mais ça se fait surtout au nom de l'ensemble du service, de l'ensemble de l'administration. Oui, c'est ça. On ne doit pas dire ce qui cloche, on ne doit pas rapporter ce qui ne va pas, on ne doit pas... Voilà, parce que sinon, on met en péril, et c'est toujours ce qu'on vient vous expliquer, vous mettez en péril l'ensemble de votre administration. Donc, vous travaillez contre votre administration. Ben, en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire, les lanceurs d'alerte sont ceux qui voudraient travailler pour leur administration. Précisément. Pour les citoyens. Pour les citoyens, voilà. Les vrais lanceurs d'alerte. Voilà. Ouais. Mais c'est ça le problème. C'est un vrai hiatus, quoi, qui devient quand même assez large comme hiatus. Alors, quant au choc, bah oui, là, je pense qu'on est quand même dans une situation assez grave, de décrépitude assez globale, dans plein de domaines. D'abrutissement. Voilà, oui, d'abrutissement et d'abêtissement. Au nom de la liberté, finalement, comme on est arrivé à une espèce de laisser-aller total, hein, c'est un peu le règne du venez comme vous êtes dans tous les domaines. Ouais. Donc, moi, je veux bien, mais je ne savais pas que c'était McDo qui me gouvernait. Si vous voulez, ces slogans, moi, il me tue. C'est donc... McDo ou McKinsey? Non, McKinsey aussi. Mais c'est-à-dire cette espèce de truc où on est soi-disant libre et en pleine... et en accord avec le progrès de l'époque, blablabla, parce qu'en fait, on se laisse juste mais on n'a jamais été aussi asservi. Voilà, on est très asservi. Et on est dans la servitude volontaire.
Largement. Alors, on revient complètement. Comme l'écrivait un certain Lavoisier en Exactement. 1571. Oui, mais Non, dit, mais on n'a les rien enfants, on avance, inventé. hein. Mais On on avance. n'a juste pas avancé, en fait. Non, non. On Oui, est dans une écoutez, est-ce que illusion. vous n'êtes pas quand même, franchement, Driss Ghali, est-ce que vous n'êtes pas tous un peu pessimistes Si vous là, fumez, là, je vais me mettre en fumez sédation, aussi, là, hein. qu'on m'amène le Non, Rivotril. Franchement, on je est vous dans trouve une très- époque. En fait, on est dans une époque folle. Enfin, toutes les époques sont folles. La nôtre a une Oui, folie particulière. Ouais. C'est que quand on dit la vérité, on est tout de suite taxé de radical ou d'extrémiste. Ouais. Alors que Sandrine Rousseau est mainstream, moi, Ouais, on me c'est dit tu ça. es extrémiste. Mais je dis, ou tu es radical. Mais je dis non, je suis désolé. C'est Je lis la Constitution, voilà. Mais au fait, moi, je suis très optimiste au fond de moi-même parce que je pense que ça ne peut pas durer et qu'il y aura un crash et qu'on va renouveler les élites. Parce que nos élites sont fatiguées, parce qu'elles traduisent un consensus qui est né après 1945, de l'État stratège, l'État qui fait tout, qui sait tout. Sauf que l'État, il vit avec la dette depuis Ça n'est 1983. plus le cas. Donc l'État est devenu un cancre depuis 1983. Il est Il plus boucle plus. stratège du tout. Plus du tout. Mais il le dit. Et on continue à former des grands fonctionnaires, à avoir le conseil économique et social, la planification. On a encore Bayrou à la planification. Ça, On c'est a- des fromages. Mais C'est pas des- voilà. ça coûte. Et puis Non, mais ils ont- en même temps, pardon, excusez-moi, C'est des fromages arrêtons-nous un dispendieux. peu sur Bayrou. C'est du brie aux Que truffes. fait Bayrou à la planification? Rien, J'attends rien. Ouais. une mesure, ça Ouais, fait quand même ouais, quelque ouais. temps qu'il est là. Non, ben, François Bayrou, je bois à votre Je santé. savais même pas qu'il était à la Eh planification. bien voilà. Oui, Et mais je avec pense un- que Bayrou est à la planification, On est les sauvés, enfants. on est Mais sauvés. oui, on est sauvés, on sait tout à fait ce qui va se On est passer. sauvés. Oui, absolument. Donc on a, Oui, on a oui, un Driss. système qui a trahi sa mission. Sa mission est dépassée. De toute façon, on a mis tous nos œufs dans l'Europe. On est déjà sous tutelle européenne. ouais. Et donc, Depuis longtemps. On est depuis une- longtemps, mais on n'a on pas est tiré les une- conclusions. C'est-à-dire qu'on continue à faire semblant que On est nous sous sommes en licence. République, que Macron a un pouvoir, que nous sommes maintenant. En fait, nous avons abdiqué. Donc ça va se cracher. Il y aura de nouvelles élites. Le pays est plein de bonnes élites. Ouais. Et moi qui suis très, très sévère sur l'immigration, j'ai beaucoup de défauts, mais moi j'observe et je parle avec tout le monde. Il y a des bonnes choses aujourd'hui en bas. Il y a des petits, je vois plein de commerces dans Paris, banlieue, repris par des Kabyles, des Marocains. Là où les Français de souche vont plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour paraphraser mon maître Lyoté, qui a sauvé le Maroc. Donc on peut sauver les pays. Lyoté nous a sauvés en 1912. Parce qu'on était bien pire que vous. C'est bien de le rappeler, parce il que nous a- on on n'en parle était- pas de ça. On était en train de nous égorger les uns les autres. Je vois une résilience et un côté rustique du goumier que je vois maintenant dans ces immigrés-là qui reprennent les épiceries. Mais qui ont envie de travailler, qui ont la Travail. valeur travail, qui ont envie de faire. Quoi. Travail. Ça Travail. commence Après, toujours par ça. on peut toujours discuter sur est-ce qu'ils vont servir le menu. Oui. Ok, mais il y a. Moi, je trouve. Oui, on mais s- donc du coup, vous partez du principe que l'immigration ne travaille pas Non, je et parle. que c'est en train de changer parce que si Non, c'est je ça, par- je suis pas d'accord. Je pars du principe que même si, à mon humble avis, l'immigration est un fiasco, à mon humble avis, Ah, là, on l'a raté, ouais. Enfin, on l'a pas On fait l'a- en fait. Ouais, ok. pour X raisons, Oui. il y a quand même des immigrés, pas forcément très Des diplômés ou pas intégrés du tout au lieu de diplômés, l'intégrer, quoi. qui sont en train de dire qu'on peut faire des choses en France. Alors que nos chefs nous disent le pays ne va pas croître, rentrez chez vous, prenez le RSA et restez chez vous. Moi, je vois des immigrés aujourd'hui qui s'installent à Asnières, dans le 95, et qui reprennent des boui-boui, des bars, qui font des boulangeries, qui montent des entreprises, tout seuls, parce qu'ils paient des charges. Mhm. Et je trouve que c'est Des, bien. des petites TPE, quoi. Des Petites TPE, là. ils se plaignent pas. Moi, je suis un peu vicieux, j'essaie de les faire parler. Ils se plaignent pas. Tout va bien, on est en France, on a la démocratie, malgré tout. On a un système de justice qui est pas mal, une justice prévisible. On a une sécurité qui est là, on bosse. Et la France est une chance. Pour Je ceux qui trouve, veulent. pour moi, ce sont des petits signaux faibles. Maintenant, le politique, pas le politicien, le politique doit rassembler ces énergies-là. Parce que ce pays a besoin d'une thérapie collective. Parce qu'il a peur de tout, du travail, les gens ne veulent plus travailler, Une thérapie du réel. du réel, et il faut dire, mais il faut qu'on arrive à réveiller les gens. Là, on les a Alors, mis le sous un problème, sédatif et on leur a on les dit, endort. Où restez chez sont vous. les médecins? Où sont les thaumaturges? Où sont les gens du réel? C'est ça le vrai problème. C'est de l'ordre de la Et, thaumaturgie. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et, Bah, ils sont en dépression. hein? Ils sont en dépression. Pas tous, quand même. Regardez. Ah, c'est Non, mais quand dur. ils sont pas en dépression, ils sont très fatigués alors. Ouais, ils sont un peu fatigués, c'est vrai. Et mais ils sont nous- limite je pense qu'il y en a aussi beaucoup où à un moment donné, on passe par la phase de l'accablement. Ouais. Par le fait de se dire
à quoi ça sert, tout ce que je fais ou tout ce que tout à ça fait. sert à rien, c'est bon. Et je crois que l'accablement, il vient de plus en plus tôt. Je m'excuse, je peux ouvrir une parenthèse. Vas-y, Je peux Elios. ouvrir une parenthèse. Parenthèse. Ouais, j'adore les parenthèses. Parce que pour moi, il n'y a jamais de point. La vie est faite de virgules. C'est vrai. De virgule. De virgules. C'est vrai. Pas de point d'exclamation ni de parenthèse. C'est joli. Et c'est j'adore joli. les parenthèses. Vas-y, expliciter. Je vais développer selon mes moyens. Ouais, non, mais Un vas-y. télo. Pseudo-intello. Je pense que les gens, je sais pas, qui sont bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, parce qu'il y en a un paquet, hein, simplement en France. Mais c'est mondial, je pense, cette crise, elle est mondiale. Il faut pas... moi, je critique pas. Bon, j'ai quand même d'origine aussi d'émigrés. Nous, on a toujours dit, on mange le pain béni des Français. On mange le pain béni des Français. Et le pain blanc. Ouais. Je suis d'origine russe. Ouais. Comme mon frère, on est Français, parce que bon, voilà... Je sais pas, je vais immigrer, mais on peut être immigré d'ailleurs. Bah, Oui, il y a le tous problème. immigrés de quelque part. Voilà. Simplement la parenthèse, voilà, je vais l'ouvrir. Il y a des gens où, malheureusement, on les met en confrontation, c'est-à-dire on les met en opposition, je veux dire. Il y a des gens qui vont accepter, d'autres qui ne vont pas accepter, parce que celui qui a fait bac plus 5, bac plus 6, et on lui donne un salaire qui est en dessous de ses capacités, ce qui veut dire même encore beaucoup plus bas, on va lui donner 1 000 euros. Bac plus 6, ça ne vaut pas 1 000 euros, moi je m'excuse. L'échelle des valeurs, il faudra peut-être la remettre, parce que c'est très important, l'échelle des valeurs. Parce que l'échelle des valeurs, elle n'existe plus vraiment. Il est là le problème. Moi, à mon avis, il est là. Temps, c'est le même pour Si tout, en fait. on arrive à remettre l'échelle des valeurs dans le sens qu'il y a un médecin, la preuve, vu le désert qu'il y a en France. Et un médecin à 25 euros, on va l'augmenter à 26 Et quand on voit le nombre d'études qu'il y a, parce qu'il faut oublier, après Dieu, sans être religieux, je ne suis pas religieux, je suis laïque, mais après Dieu, c'est la médecine. S'il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de peuple. Le peuple, c'est le gouvernement, si on veut qu'on ne veuille pas. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de gouvernement. Donc ces gens-là qui sont avocats, qu'on voit, la plupart, il y en a beaucoup, qui n'ont pas les moyens d'ouvrir un cabinet d'avocats. Et que des fois, même associés, ils ne rentrent pas, même s'ils sont capables. Oui, mais on a besoin aussi des Oui, agriculteurs, mais en je fait. m'excuse, Et moi, les je parle d'une agriculteurs, façon ils font pas globale. bac plus 5. Non, mais je parle d'une façon globale. Le malaise, Ouais, il est quand même, je pense, Bah si, assez ouais, on a malsain, mangé, non dans le sens, non. On a Non, pas mais il y a besoin de aussi manger. les gens qui n'ont pas de diplôme et qui nous nourrissent. C'est tu vois, ça, par c'est les ça que je veux dire. agriculteurs. Bah oui, mais, Ce que je veux dire, c'est c'est qu'après, ce je qu'on pense- appelle les important. emplois précaires. Qui veut travailler les 3-8 Qui veut travailler les 3-8 Oui, Vous ça, voulez c'est travailler les encore- 3-8 Ah Je bah, je pense l'ai pas. Voilà, c'est Je- tout. Parce que je quand l'ai on fait. a fait des études, je ne veux pas attaquer parce qu'on a fait des études, nous, on ne fait rien. Moi, si j'étais payé à la note, je serais milliardaire. Donc, l'art, on ne fait pas du lard, on fait de l'art. Vous comprenez ce que je veux dire? Chevalier des arts et des lettres, bon, enfin aussi, mais quand on joue, on ne dit pas qu'on est chevalier des arts et des lettres. On ne cherche c'est pas. pas le problème, la Donc, décoration, on s'en le fout. seul problème, c'est qu'il y a une génération depuis quelques années qui est, bon, je ne veux pas faire de la politique trop. Non, on va pas rentrer. Non, il y on a va une pas rentrer là-dedans. déconnexion Mais oui, entre mais- le travail, le oui. mérite et le salaire. Et mais ça, chaque elle travail est- mérite salaire, c'est tout. Voilà. Non, oui, mais En fait, on a enlevé, pour revenir à ça, c'est vrai, non, ce on que a pose inversé la Elios, pyramide. c'est qu'il y a quelque Oui, chose mais- quand même qu'on veut faire disparaître, c'est la méritocratie. Hum. C'est vrai. Il y a quelque chose Ah oui, avec la c'est ça. méritocratie. Si on dit, ouais, la méritocratie, ça n'existe pas, c'est rien et tout ça. C'est pas vrai. Et dans n'importe quel domaine, quel qu'il soit, qu'on fait des études ou pas, moi, je veux dire, chacun apporte quelque chose et sa pierre. Eux, ils apportent la musique, que ce soit Jean-Luc Boulou ou Elios ou Caroline, chacun amène sa pierre à lui. C'est-à-dire Sa sa pierre à passion. lui. Et moi, je voudrais qu'on fasse une petite pierre. On va faire quelque chose, là. Un cairn. Alors, vous allez voir. Nous avons, On va faire parce un qu'on a cairn. tout prévu, étant donné que nous avions Agnès Audin, qui est le Mozart de la police, Mozart. que nous avions, oui, t'en prie, que nous avons Caroline Galacteros, qui est le Beethoven de la géopolitique, Mais que nous avons je Brice suis Gali, sourde. qui est l'empereur des 3 continents, en tout cas, qui est l'expert des Rien 3 que ça. continents. Formidable. Eh ben, nous avons aussi une chanteuse très étonnante. Vous allez voir, elle va arriver, elle vient d'arriver d'ailleurs, parce que vous savez, on est, voilà, le bar de l'Omerta, il est ouvert à tous, et puis on vient quand on veut, on part quand on veut, on fait ce qu'on veut. Et vous allez avoir maintenant une chanteuse qui va nous interpréter avec Jean-Luc Candiotti un air
très connu et surtout très beau. Et encore une fois, voilà, ça va nous remettre peut-être certaines pendules à l'heure. Nous attendons la chanteuse. Est-ce qu'elle vient ou elle ne vient pas? Alors là, c'est très intéressant. Oui, elle arrive. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Waouh. Vous étiez belle, madame, quand je vous ai vue ce jour-là. Vous étiez belle, madame, lorsque vous marchiez à son bras. Vous étiez si bien habillée, vous étiez si bien maquillée, que je n'ai pas pu m'empêcher de vous envier. Vous étiez belle, madame, et lui semblait très fier de vous. Vous étiez belle, madame, et je pensais, je vous l'avoue, que je ne pourrais plus jamais reprendre l'homme que j'aimais, parce que la vie de tous les jours, ça tue l'amour. Vous étiez belle, madame, quand je vous ai vue ce jour-là. Vous étiez belle, madame, mais au fond, je ne vous en veux pas, puisqu'il est beau et qu'il vous plaît. Profitez-en si vous voulez. Moi, je sais bien que vous n'allez pas le garder. Elles étaient belles, madame, celles qui l'ont connue avant vous, belle comme vous l'êtes, madame. Mais croyez-moi, ce n'est pas tout. Moi, j'ai partagé avec lui autant de joie que de soucis. Vous comprendrez peut-être un jour. C'est ça l'amour. Elles étaient belles, madame, celles qui l'ont connue avant vous, belle comme vous l'êtes, madame. Mais croyez-moi, ce n'est pas tout. Il reviendra et je ferai semblant de croire en ses regrets. La vie continuera pour nous. Et voilà tout. Bravo. Bravo, madame. Bravo. Voilà. C'est Yanis Ziadi, effectivement, qui va qui est comédien, qui est chanteur, qui est un brillant, accompagné évidemment magnifiquement par Jean-Luc Candiotti. Vous voyez, il n'y a pas d'amour heureux. Hein. C'est vrai qu'il y a tout ça, ce dont on parle. Et c'est là où quand même le réel est amusant. On est tous en train de se dire, voilà, et Dieu sait s'il y a des problèmes, et Dieu sait si on doit les analyser, on doit les traiter, on doit les décrypter. C'est ce qu'on essaye de faire ici au Bar Omerta. On est là, on est entre nous et on est avec vous aussi.
Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on échange, d'ailleurs, on compte sur vous, hein, vous nous envoyez, vous abonnez à omertamedia.fr et vous nous envoyez, vous nous dites vos réactions. On sera là tous les dimanches soirs, à partir de dimanche, la première aujourd'hui, et nous allons effectivement vous écouter, et nous allons effectivement essayer de dire, vous savez, c'était Malraux qui disait cette phrase merveilleuse, « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Et donc, voilà, Tout à fait. c'est ça qui est peut-être le plus important. Et je voudrais peut-être qu'on passe à un sujet, où je voudrais vous interroger tous, c'est en disant, au fond, ça va être plus personnel, mais rassurez-vous, pas du tout intime, ni... Qu'est-ce qui a fait que vous avez embrassé, chacun d'entre vous, votre métier? Agnès, comment vous êtes arrivée à la police, ou comment la police est arrivée à vous, tel Lagardère? Parce que vous auriez pu faire aussi... Enfin, qu'est-ce qui vous a amené à la police? Ce qui m'a amené dans l'écriture, ce qui m'amènera dans l'agriculture, j'en sais rien. L'instinct. J'ai toujours voulu être policière depuis toute petite. Je sais plus trop pourquoi. Ouais. Et l'écriture, j'ai jamais eu envie, mais un jour c'est parti et ça s'est fait. L'agriculture, j'y ai jamais pensé de ma vie et je suis en train de dévier par là aussi. Ah bon? Attendez, qu'est-ce que vous préparez là? Dites-moi, je ne connaissais pas le destin agricole d'Agnès Nodin. Bien sûr. Là, bien sûr. Encore, écoutez, non, vous n'avez pas commencé à nous amener dans des terrains glissants. Voilà, c'est ça. Non, sinon c'est pas mal. On a dit qu'on parlait de tout, c'est ça? Ah, absolument. Bon. Ah non, mais liberté absolue au bar Omerta. Il n'y a aucun problème. Alors, non, mais c'est vrai, vous allez vers l'agriculture. Je pense qu'il y a une chose, et on en revient sur l'éducation, sur le fait qu'on s'auto-limite beaucoup. Parce qu'on veut nous mettre dans des cases depuis tout petit. Alors, on essaie d'en sortir, hein, on essaie de sortir du genre. Alors, les hommes, ça n'existe plus, les femmes non plus. On met des... Voilà, tout ça. Donc, on essaye de sortir de certaines cases, mais en réalité, on n'en sort pas. Et une fois qu'on a fait des études, on est tracé, il faut rester dans cette voie-là. Et je pense qu'à un moment donné, quand ce qui nous rassemble, c'est le temps. C'est le temps que l'on vit. Et donc, si on reprend la phrase d'André Malraux, on est complètement dans la notion du temps. Si on prend cette conscience du temps, l'intérêt de ce qu'on fait, il n'est pas dans ce qu'on fait, mais il est dans la manière dont on va le faire. Et donc, on peut changer les choses que l'on va faire et on peut passer à, entre guillemets, à autre chose. Donc, moi, ce qui m'a toujours... dans la police, j'ai toujours voulu y rentrer. Je ne sais pas pourquoi. J'en sais rien. Vous aviez envie de taper sur les gens? Ah bah bien sûr. La vérité, mais bien oui, sûr. mais oui. Vous aviez cet instinct sadique. Toutes les nuits, mais j'étais la première à le faire. Voilà, si demain, l'écriture, c'est quelque chose qui est venu parce que j'avais envie de témoigner et de raconter justement ce qu'on voit et de pouvoir informer les gens. Donc ça vient du côté voilà, moi je suis vraiment au service des gens. Donc ça, c'est ce qui fait que que je suis devenue policier. Ma mère était infirmière, j'aurais pu être autre chose à un moment donné. Mais quand j'ai fait mes études, j'étais prédisposée à faire du droit international des affaires. Donc je pourrais aujourd'hui faire partie des bacs plus 5, 6, 7, 8 qui tapent de la coke jusqu'à 2-3 heures du matin parce qu'ils ont besoin de bosser. J'aurais pu rentrer dans cette voie-là. Et je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas là où je trouvais du sens. L'agriculture, c'est un autre milieu qui est complètement différent, avec des gens qui sont ancrés dans une réalité qu'on oublie parfois à Paris, bien sûr. Notamment en vie. Et voilà, et c'est un autre monde qui est très intéressant aussi. Donc vous allez vers ça en ce moment? Enfin, vous comptez aller vers ça? Ah bah là, vu ce que j'ai écrit, je pense qu'à un moment donné, il va falloir très sérieusement que je repense à une reconversion très rapide. et voilà, et celle-là en fait partie. Ça peut être écrire des scénarios, ça peut être... Il y a plein de choses, en fait. Voilà. Vous ne vous limitez toujours pas et c'est super. Voilà, et le fait de ne pas se limiter, je trouve que ça offre une richesse de rencontres avec les personnes, bien sûr. Une richesse de plein de choses, et ça enlève la gravité aussi, parfois. Imagine la chance qu'elle a eu de nous rencontrer, Agnès. C'est énorme. Mais oui, c'est énorme. Mais regarde, magnifique. Je suis là ce soir pour un dernier verre. Et on boit à votre santé. Voilà. Et tous ceux qui sont à l'Omerta Bar en ce moment, à nous. Driss Gali, comment vous êtes, vous avez choisi ce que vous êtes devenu. On est ce qu'on devient, mais parce que vous êtes né au Maroc, vous avez grandi au Maroc au départ. Oui, je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans. Ouais. J'ai vécu une quinzaine d'années, puis j'ai été happé par le Brésil, par une femme en particulier. C'est une bonne raison. La vôtre La vôtre. Oui.
Non, on ne sait jamais. Hein. Enfin, il y a une Je histoire. demande, hein. Il y a une histoire. Il y a une histoire. C'est peut-être pas la femme d'un autre. Ah. C'est pas- Mais celle qui m'a happé, elle m'a quitté pour un Argentin. Après, là là. voilà. Mais c'est les drames de la vie. C'est ça qui. Ce sont les soudures qui font. Jean-Luc, un qui petit collent les tango, métaux. s'il te plaît. Je l'assimile. Ce sont les soudures qui font que les métaux fusionnent. J'ai retrouvé une femme meilleure. Mais moi, je pense qu'on est avec des prédispositions Bonita. qui sont des responsabilités. Et j'ai passé toute ma vie à les fuir. J'ai payé le prix. Et j'ai décidé de ne plus les fuir. D'où l'écriture. Voilà. On va faire un petit tango. Non, mais vous allez l'énerver, là. J'ai dit, vous allez l'énerver, là. Ben oui, parce que c'est l'Argentin qui a piqué sa femme. Ben si vous faites un tango, c'est là. Mais c'est pour, s'appuie, là. c'est pour le mettre en colère un peu Ah, et qu'il c'est ça. réagisse. Mais Ok. voyons. Vous n'allez pas me provoquer. Ils vont nous l'énerver. Je l'ai oublié. Voilà, l'Amérique du Sud, effectivement. Alors, dites-moi, mais attendez, au Maroc, vous avez fait, vous pensiez, par exemple, vous êtes parti donc au Brésil, Mm. et vous êtes aussi sur Paris, puisque vous venez Je viens souvent souvent, ici. ouais. Et au fond, alors, ce qui est intéressant, est-ce que le fait de vivre simultanément, de vivre dans 3 vraiment continents quand même un peu différents, même si c'est pas si éloigné aujourd'hui, mais est-ce que ça vous donne une distance et vis-à-vis de la réalité, vis-à-vis de vous-même? Ça donne quoi, en fait? On se connaît soi-même à travers les autres. Hein. Voilà. Ça, c'est sûr. Déjà, en changeant de géographie, Connaissons les autres. moi, je me suis vécu comme Marocain en étant en France et surtout au Brésil. Et surtout, Mais Au pas Brésil. Maroc. Au Maroc, la marocanité m'énerve. Parce que je vois tous les travers, la corruption, tout ça. Et puis, en me mariant avec une catholique brésilienne, oui, c'est là où on voit qui on est, qu'est-ce Le choc qu'on des tolère, cultures. ses limites. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une identité? Ce sont des limites que l'on n'accepte ou pas de repousser. Voilà. Par amour ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Par en amour, fait, par la intérêt. reconnaissance de l'autre, l'acceptation de Bien l'autre, sûr. Et puis, c'est ça. quand on est un étranger professionnel, mais on est quelques-uns, on voit que le monde est très précieux et très fragile. Moi, je veux sentir au Brésil, à Rio de Janeiro, et au Maroc, à Marrakech, et à Paris, en France. C'est un peu mon combat. Moi, je me bats pour la véritable diversité. Je veux aller à Athènes, me sentir chez les Grecs. Aujourd'hui, on nous propose un monde qui est un monde kebabisé, Starbucks, McDo, Rabotisé, Voilà. raboté. Ouais. où les gens sont interchangeables, où les gens ont les mêmes goûts, et finalement, et finalement on n'est plus dépaysé. Et je pense que la génération qui arrive, elle n'aura pas la chance que nous avons eue d'être dépaysés. Moi, je plains le petit Parisien quand il va se rendre demain en Afrique. Il a déjà vu toute l'Afrique en France, à Paris. Ouais, c'est pas la Mais même il ne Afrique. connaît rien de l'Afrique. C'est pas pareil, oui, parce Ouais. que c'est pareil. Les Véritable. Marocains, entre guillemets, qui sont en France et les Marocains qui sont au Maroc, souvent on dit que c'est pas les mêmes. Ah, moi, je suis dans le 92 actuellement. C'est déjà le Maroc. Ouais. C'est déjà le Maroc. Et c'est pas très négatif, mais c'est le Maroc. C'est pas la France. Et je pense que tout pays doit exercer sa vocation. Vous avez vu, moi, je ne veux pas m'immiscer dans votre. Non, mais moi je suis allée au Maroc plusieurs fois et j'adore ce pays en fait. Donc, Non, mais après, ce que je voulais dire, c'est mais que. je connais pas les travers. Non, ce que je veux dire, c'est que votre vocation est un combat. Moi, je vis ma vocation. Moi, vivre ma vocation, c'était très dur. Parce qu'on m'a mis dans des moules, les écoles françaises, il faut faire des maths, il faut faire le maths sup, maths spé, les trucs à la France. Ça aussi, c'est des travers. Hein. Là, s'il y a une révolution française, j'ai quelques... Oui, mais elle vous a fait du bien aussi. Oui, mais très bien. Je ne crache pas dans la soupe. Non, je comprends. Et la France m'a payé mes études, donc je ne vais pas... Mais j'ai passé 20 ans aliéné, vraiment, à côté de ma voix. Et donc, chaque pays a une voix, chaque pays une vocation, chaque pays une fréquence. Quand vous allez à Madrid, vous n'êtes pas à Paris. À Barcelone, c'est pas Madrid. Pourquoi diable voulons-nous mélanger tout ça? Enfin, Naples, c'est pas Rome. Et parce que chaque... Ouais, amalgamer tout ça. Quoi. Voilà, C'est ça. parce que finalement, si on m'en arrive à me convaincre qu'on allait faire mieux, je veux bien. Mais on ne fait pas mieux. Pour le moment, en tout cas, c'est pas le. C'est très. Alors moi, je vais demander. Alors, d'abord, Caroline. Caroline. Votre vocation, c'est venu comment? Enfin, votre vocation. Ma vocation, je ne sais pas. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est un combat. Et c'est un combat qu'on mène aussi contre soi. C'est vrai. Pour des idées, pour des convictions ou des choses qu'on a comprises et qu'on veut faire partager.
Donc moi, toute petite, je voulais être diplomate. Bon. Voilà. Je ne regrette pas de ne pas l'être dans l'état de notre diplomatie actuelle, parce que je pense que ce serait très très dur pour moi de Très promouvoir malheureuse aussi, peut-être, ce qui est aujourd'hui notre politique étrangère. Et après, je me suis toujours intéressée, en fait, j'étais un bébé curieux. Je me suis toujours intéressée vraiment à la diversité, à l'extérieur, à l'autre, en fait, à l'autre. Et je trouve que le réel, il est à la fois tragique, ça c'est clair, mais il est très beau. Et on a le devoir, chacun à notre place, avec les armes qu'on a, etc., d'essayer de faire partager cette complexité, de la rendre audible, parce que c'est la vie. C'est la vie. Alors moi, je le fais à l'échelle du monde parce que je me suis toujours intéressée aux questions internationales. Enfin, c'est presque aussi vieux que moi, quasiment. Puis j'ai eu de la chance de rencontrer assez jeune un professeur qui m'a un peu plongée dedans. Je suis un peu Obélix, quoi, si vous voulez. Je suis tombée dans Dans la potion magique. Jeune. Et puis après, mais j'ai essayé de servir parce que j'ai aussi cette idée. J'aimerais être utile. Et je pense qu'il y a tellement de choses à faire pour être utile à son pays. On va parler du narratif, on va parler des narratifs, évidemment. Ukraine-Russie, quand même, on va en parler. D'ailleurs, juste, Omerta a sorti un magazine, vous savez, qui s'appelle « L'Ukraine, la vérité qui dérange ». Voilà, il y a un certain nombre de personnes qui sont là-dedans. Lisez-le, parce qu'il y a vraiment un certain nombre de choses qui sont importantes. Mais je voudrais justement parler d'identité avec quelqu'un qui nous a dit « Vous étiez belle, madame ». Yanis Ezziadi. Alors, Yanis Ezziadi, je voudrais savoir pourquoi vous éprouvez, Yanis, vous êtes comédien, vous êtes acteur, vous êtes chanteur, et qu'est-ce qui vous amène, effectivement, là, à vouloir vous déguiser, je vais dire, à apprendre, parce que vous auriez pu chanter cela avec votre costume, mais vous vous êtes déguisé. C'était très bien, d'ailleurs, très émouvant, je veux dire, Boulou pleurait, Jean-Luc avait 2 larmes, Elios, je ne vous dis pas dans quel état il était, et moi-même, je me sentais un peu ému, même beaucoup. Non, mais qu'est-ce qui vous amène, vous? Alors, vous, votre identité, Yanis, parce que Yanis, c'est Yanis Ezziadi, vous êtes tunisien? Franco-tunisien. Franco-tunisien, c'est ça. Et alors, au fond, mais vous aimez bien, justement, revêtir, bon, vous allez me dire, c'est votre métier de comédien, ça, de revêtir des identités différentes ou multiples, ou c'est un jeu. Mais c'est surtout que, moi je trouve que ce qui est le plus intéressant quand on joue un personnage, c'est de jouer un personnage le plus loin de soi pour avoir le plus de recul possible, pour pouvoir en faire presque une critique. Et ce qui est drôle, c'est que j'hésitais. Alors, je fais parfois des tours de chant dans lesquels je chante en femme. Je fais une chanteuse des années 50-60. Et au théâtre aussi, il m'arrive de jouer des rôles de femmes. Mais quand vous m'avez invité ce soir, je me suis dit, je chante une chanson en homme ou en femme. Et en fait, j'ai jamais vraiment chanté en homme. En tout cas, ça me met moins à l'aise parce que ce serait me montrer moi directement et ne pas jouer un personnage. Je dois dire que Yanis a fait une personnification de Fanny Ardant, qui j'espère la fera un jour. Fanny Ardant. Il a fait Fanny Ardant sur scène, mais de façon hallucinante. Peut-être de prochaine phrases. émission. Non, prochaine Non, émission. prochaine émission, effectivement. Ah ouais. Fabuleux. Ah oui. Fabuleux. Ah oui. Il a fait Fanny Ardant, mais grandiose. prochain. Vous verrez, dans la prochaine émission, ou dans 2 émissions, il le fera. Donc c'est ça, c'est prendre de la distance. Hein. C'est prendre de la distance pour pouvoir être le plus presque objectif possible. Parce que si je joue un jeune homme de 30 ans, c'est pas pareil, j'ai pas la même distance que si je joue une femme qui a, allez, peut-être 50, 60 ans. Et oui. Ouais, c'est fort. Oui, c'est ça qui est... Oui, c'est ça. Et c'est une chanson des années... elle a 60. 60, 70, 60, ouais. C'est Georgette Lemaire qui chantait cette chanson. Vous savez, un truc extraordinaire, Georges Brassens, quand il était avec des amis, il ne chantait jamais ses chansons. Il ne chantait que des chansons réalistes de Damia et compagnie. Eh oui. Les années 30, les années 40, où ils se suicidaient à la Coco, au Gardénal. Enfin, c'était... Et alors, de ce point de vue-là, quand même, allez, moi, je vais quand même raconter, non pas des souvenirs d'enfance, des souvenirs de jeunesse, c'est que dans Paris, il y avait à l'époque, et je dois dire que je suis très triste qu'il n'y en ait plus, des cabarets russes. Il y avait d'extraordinaires cabarets russes, et j'ai eu la chance que Joseph Kessel m'a amené un jour
chez Korchma. Korchma était une petite isba qui était à Pigalle. Je vous parle des années, 70, 75, comme ça. Et je dois dire que j'entre là-bas, une espèce d'endroit incroyable, dans Pigalle, impasse de Galbin, près du bordel où allait Marcel Proust, enfin pour situer, pour les lettrés. Et j'ai rencontré qui? Ces deux lascars, qui n'étaient pas au berceau, mais l'un avait 20 ans, l'autre... Virgule. Hein? Virgule, voilà, virgule. Et j'ai rencontré Boulou et Elios Ferré. Et avec Boulou et Elios Ferré, on s'est pratiquement jamais quittés. On allait cabaret en cabaret et on improvisait. On improvisait des blues, des choses comme ça. Et là, je ne voudrais pas improviser, mais je voudrais dire quelque chose que j'ai fait avec eux et qui est un poème. Et vous essayerez, après vous l'écrirez, vous nous mailerez, vous direz de qui c'est. C'est une... voilà. On le fait? Je fais une introduction. Vas-y. Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens, dont la belle jeunesse s'use à d'aimer le tien bien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire. On chante en frappant dans ses mains. On a à peine le temps de le croire, il fait grand jour, et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai, sans un sou, vaguement gris avec des fleurs pleines les charrettes. Son destin, dans sa paume, écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait des yeux d'outre-mer, elle a montré la déraison. Elle avait la taille légère et de longues jambes de fan. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite, de l'odeur des magnolias. Et sa robe tomba tout de suite comme à hâte, la délia. En ce temps-là, j'étais crédule, un mot m'était promission. Et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois, tout recommence. Toute musique me séduit. Et la plus banale des romances, mais l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme un long jour, une courte nuit, puis au matin, bonsoir, madame. L'amour s'achève avec la pluie. L'amour s'achève avec la pluie. L'amour s'achève avec la pluie. Allez, davai, davai, davai! Hey, 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 hey! Wouh! Bravo. Voilà, c'était... je voulais vous dire que voilà, c'est ça la vie. C'est ce mélange entre voilà, des idées extrêmement importantes, des convictions. Et chacun d'entre vous ici, tous, vous avez choisi, vous êtes ce que vous êtes. Et c'est tellement important que chacun amène sa pierre. Au-delà du conflit Russie-Ukraine, on a eu quand même deux narratifs énormes depuis 3 ans. Le premier, le Covid-19, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, on va en parler. Et puis la guerre Russie-Ukraine et ce qui se passe surtout, et je voudrais avoir vraiment votre sentiment, que ce soit, il ne s'agit pas de faire un cours, etc., sur la dédollarisation du monde. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, les empires, le monde multipolaire, je ne sais pas si c'est l'empire qui contre-attaque ou c'est d'autres
d'autres empires qui sont en train d'attaquer, mais j'aimerais avoir vraiment votre regard, qui soit un regard intime ou qui soit un regard... c'est pas un problème de... Votre regard, vous... Alors, je voudrais commencer par Caroline Galacteros, parce que vous continuez à beaucoup parler de cela et beaucoup écrire là-dessus, dans votre blog, etc. Au fond, est-ce qu'on assiste véritablement à un bouleversement, un véritable bouleversement comme on n'a pas connu depuis, allez, je dirais, quelques décennies? Oui, je pense qu'on est dans une accélération folle du cours de l'histoire et des équilibres du monde. Moi, j'appelle ça la bascule du monde, mais là, on est déjà dans le... On a basculé, en fait. On a déjà basculé. On a basculé, C'est acté. mais on ne veut pas s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on s'enferme dans une espèce de bulle, et cette guerre est un bon exemple. On est dans une bulle de propagande comme je n'en ai jamais vu, moi, depuis que je travaille. Et on est, effectivement, le monde est en train de changer. Il y a une révolution dans les relations Mais internationales. quoi, alors, concrètement, il change comment? Concrètement, l'Empire contre-attaque, ça c'est sûr, parce qu'il est affaibli, parce qu'il est défié. L'Empire, vous parlez de l'Empire américain. L'Empire occidental, L'Empire occidental. autour de l'Amérique comme tête, si vous voulez. Et face à cela, c'est pas seulement la Chine, mais c'est la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Inde, une partie du Moyen-Orient, une partie de l'Afrique. Tout ça se coagule, et se coagule pour dire « stop ». On n'est plus d'accord. Bien sûr, vous pouvez exister, mais vous ne faites plus la loi. Il y a d'autres modèles de puissance, il y a d'autres modèles d'existence, il y a d'autres corps de valeurs qui nous tiennent à cœur, etc., etc., etc. Donc c'est un bouleversement majeur qu'on ne veut absolument pas voir. Donc on s'est enfermé, effectivement, dans une bulle de perception, et on a là, sur cette guerre, on a une guerre vraiment... clairement, ce qu'on appelle les narratifs, en fait, c'est de la propagande à haute dose, c'est du lavage de cerveau de masse. Et la dédollarisation, effectivement, c'est ce qu'il y a à l'arrière de tout cela, parce qu'effectivement, la domination impériale et l'hégémonie américaine, elle s'appuie sur cette... sur le dollar comme monnaie mondiale unique. Comme monnaie mondiale et d'échange, voilà. Donc la dédollarisation, elle est en cours. On est déjà à 60-40. Donc déjà, la part des échanges mondiaux est en train de faillir. Alors que c'était 90-10, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et on se rend compte que rien ne marche plus. C'est-à-dire que l'Occident ne va pas y arriver. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut... Vous êtes si sûr que ça, que l'Occident... Alors, je voudrais savoir, Driss Gagné. L'Occident ne va pas arriver à renverser ce qui est en train de se produire. Cette vapeur-là. Soit il choisit de coexister, et c'est ce qu'il faut faire, hein, clairement. Et les Européens et les puissances européennes, évidemment, devraient comprendre ça. Elles ont leur Asie face à elles. C'est pas rien, c'est pas de la petite bière. Donc, soit on fait semblant, on est aveugle et on se dit, mon Dieu, pourvu que ça passe, mais ça ne passera pas. Soit on décide de voir les choses un peu plus en grand et de manière plus respectable, en respectant justement cette altérité qui de toute façon est là. Mais donc s'il n'y a pas le dollar, on le remplace par quoi? Ah bah il y a des paniers de monnaie, autour des BRICS qui sont en train de se forger, il y a des banques, il y a une Union européenne eurasiatique, une Union économique eurasiatique face à l'UE. On n'entend pas parler, on a l'impression que ça n'existe pas. Est-ce que ce serait pas remplacer quelque chose qui ne fonctionnait pas par une autre chose qui risque de ne pas fonctionner? Qu'est-ce qui ferait que ce système-là, il fonctionnerait si là où le dollar a échoué? Ça donne le choix. Non, mais le dollar n'a pas échoué. Le dollar ne peut plus être l'instrument d'une domination, en tout cas, sans partage. Il va y en avoir d'autres. C'est la multipolarité. C'est la multipolarité. Oui, mais donc on revient au système avant. C'est le non-alignement. Quand on a enlevé l'or et qu'on a mis sur le dollar, avant, on était dans ce type-là. Oui, alors, l'or est un enjeu, et la manière dont ces monnaies vont s'adosser ou pas, alors la manière dont ces pays sont en train d'accumuler des réserves d'or considérables pour se désengager justement de leur dépendance au dollar. Et cette guerre-là, qu'on a soi-disant vendue comme une guerre de la liberté, de la démocratie, qui va ressouder l'OTAN, l'ONU, en fait, elle accélère ce mouvement. C'est un boomerang terrible. Sauf qu'on ne le dit pas. Il y a une volonté de redistribuer les cartes dans le monde. Il y a surtout un changement de génération chez les leaders
du tiers-monde, qui ne sont plus du tout des gens qui ont libéré leur pays contre un roi ou la colonisation. Vous Ouais. avez aujourd'hui des hommes d'affaires. Sont des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires qui Pragmatiques, les intérêts du pays, les intérêts de la nation, etc. ils aiment l'argent, Ouais. ils mesurent le développement de leur pays par l'argent. Vous ne trouverez pas de Casablanca à Pretoria aux abords de l'Indus quelqu'un qui va mesurer le développement économique par le nombre de livres publiés ou l'alphabétisation. On va vous dire, je fais la plus grande ville financière du monde. Parce que Dubaï est passé par là. Ce que l'Occident ne veut pas comprendre, c'est que Dubaï a phagocyté la tête des gens. Parce que Miami, nous admirions, mais les nanas étaient à poil. Donc nous, les musulmans, nous avions du mal. Là, Dubaï, c'est halal. Ouais. On peut y aller, on peut boire, mais c'est discret. On fait de l'argent. Cette génération aujourd'hui a de l'argent. Et Ah oui. l'Occident aujourd'hui est dépassé dans cette logique. Vous voulez dire, les affaires sont devenues halal, donc tout va bien. Ah oui. Aujourd'hui, C'est ça. c'est la La logique. finance islamique. Voilà. La logique des affaires, on les fait avec les Européens. Si le deal n'est pas bon, on le fait avec les Russes, avec les Chinois. Maintenant, là où je suis je ne suis pas nuancé, je ne sais pas Non, comment mais dire ça. allez-y, au contraire, C'est allez-y. que moi, je ne crois pas un seul instant aux BRICS. Mais pas un seul instant. Un instant. Parce que Pourquoi, ce sont tous des pays qui ont des graves problèmes. Le Brésil est un géant entravé par lui-même. Parce que le Brésil peut écraser l'agriculture française en appuyant sur un bouton. C'est-à-dire comment ça? Expliquez-moi. C'est une agriculture extrêmement avancée. Ah oui. Extrêmement avancée, extrêmement technologique, très productive, qui fait tout. Même le blé. Le Brésil commence à faire le blé depuis que l'Ukraine et la Russie sont hors jeu. Ah ouais. Ils font tout, quoi. Ils font ont tout. Ils ont de l'eau, ils ont la terre. Et même pas l'Amazonie, ils ont de la terre, la savane, Ils ont tout les ça. Chinois aussi. Ils ont ils nourrissent la Chine. La Chine mange dans la main du Brésil. Et le Brésil pourrait dévaster l'agriculture européenne s'il n'y avait pas les barrières à l'entrée. Oh là là. Ah, c'est ça l'enjeu du Mercosur, de l'accord, ouais. tout ça. Mais le Brésil ne profite pas de sa puissance. Mais pourquoi? Mal gouverné. Et puis Ah, manque c'est de ça. vision. Vous voulez dire que c'était un géant, mais il ne sait pas qu'il est un géant. Il ne le sait pas. Oui, mais est-ce que, Je sais C'est pas. corrompu, mais est-ce que si pour beaucoup une de fois pays la sont corrompus. coagulation de puissances qui ont chacune leur handicap et leur qualité donnait quelque chose de positif, c'est-à-dire ce que l'Europe n'a pas su faire, entre guillemets, alors qu'on était soi-disant dans une relative unité culturelle, historique, hein, là, il y a quelque chose d'assez énorme qui est en train de Mais- se produire. Peut-être, mais les Chinois... Enfin, il y a le facteur civilisationnel. Le Brésilien est un Européen déclassé. Hum. Il va toujours bosser avec vous. Le Chinois, il peut vous écraser demain. Enfin, le Chinois, le régime Oui, oui, chinois. enfin, la Chine. L'Indien, il pense que... Pour l'Indien, l'Inde, c'est le monde. Pour le Brésilien, le monde, c'est ici. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Il est né ici. Ils sont restés dans cette L'utérus, mouvance-là. c'est ici. Et, D'accord. donc, je vois très mal, je peux me tromper, hein. Je me trompe souvent, mais je vois très mal les Brésiliens flirter avec les Chinois contre l'Occident. Impossible. Même si Lula est très intelligent, les Brésiliens vont faire le malin. Mais Ils vont aller voir les choisir. Iraniens. Oui, ils vont surfer. Mais oui, mais c'est rien le- de révolutionnaire, j'ai Mais envie de bien dire. sûr, Il n'y mais a pas c'est- d'alternative, Non, mais est-ce que pardon, me semble-t-il. non, mais est-ce que, par exemple, le BRICS, on fait ce qu'on appelle, est-ce qu'ils peuvent participer, puisqu'on était parti là, à la création d'une monnaie c'est en alternative cours. au dollar, ou pas? La ou R5 pas. plus. Non, mais peut-être, il faut voir, oui, c'est ça. Je suis au-delà de mon domaine de compétences, Ouais. mais ce La que R5 plus, elle va naître hein, au printemps. l'économie brésilienne est constamment en crise. Constamment en crise. Mangez, L'économie s'il vous plaît, sud-africaine hein, est- Puisque je n'ai pas la peau sur les os. L'Afrique du Sud est constamment en crise. Elle est en voie de déclassement, elle aussi. BRICS et l'Afrique du Sud, si ma Ouais. mémoire est bonne. Bon, bien, au fait, pour moi, le fait majeur, c'est l'affaiblissement de l'Occident qui est devenu fou, plus que l'émergence des autres pays. Parce que franchement, le bilan d'Erdogan, c'est pas très bon. La Oui, Turquie c'est va pas très bien. hallucinant. L'Iran. Mais alors, attendez, Ouais. vous Elle va avez pas dit... très bien, mais elle a Non, une capacité de nuisance Bien sur à sûr. peu près tout. Parce que nous sommes devenus faibles. Tous les sujets qui est très C'est fort. comme, je vais reboucler sur la France, c'est comme la police française. Pourquoi la police a quitté les quartiers? C'est pas parce qu'elle a été battue, c'est elle qui a quitté les quartiers. Pas le droit. Elle s'est auto-censurée. Il y a un problème. Voilà. On sent. Oui, mais, mais si on voilà. va plus loin, il y a toujours une logique économique. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on va déserter les quartiers parce qu'on va laisser le trafic, parce que ceux qui font le trafic sont des citoyens qui votent. Oui. Ouais. Que, C'est pas pardon, facile j'ai de voir pas... les Parce que ceux qui font le trafic. Pourquoi tu sont des m'écoutes pas citoyens. quand je parle? Tu as raison, Agnès, tu as raison. Non, je n'ai pas écouté la dernière non, phrase. je disais que... Bah, je c'est un dis- bar, c'est un je- bar, je on peut pas disais être partout. que la police avait quitté les quartiers parce que c'était plus intéressant, à mon sens, pour Ouais. les politiciens, de laisser les trafics se faire, parce que les trafics dans les cités sont faits par des citoyens qui votent.
Et que comme on ne veut pas perdre leur vote, C'est dramatique. de eux et de la communauté qui va autour, enfin, je veux dire, voilà. Dans ces cas-là, C'est eh ben, dramatique. on fait genre... C'est du suicide. On fait plein de politiques contre les stupéfiants, mais en réalité, on n'a jamais résolu le problème. Alors qu'on a les moyens de le faire. Oui, mais alors moi, je voudrais juste... Non, mais ça, c'est très intéressant. C'est une bonne remarque. Mais qu'est-ce qui fait là, quand Driss Ghali, vous dites l'Occident est devenu fou? Vous dites pas il est devenu faible, vous dites il est devenu fou. Fou avant d'être faible. Fou avant d'être faible. Parce que en technologie, vous êtes toujours en avance, d'un point de vue technologique, d'un point de vue financier. La finance se passe encore pas mal à Londres et à New York. Les GAFAM sont occidentaux, ce n'est pas des Chinois. Ah ben absolument. Même pas des Japonais. Même pas des Japonais. C'est les Américains. Le problème de l'Occident, c'est qu'il a perdu son exemplarité, son soft power. Du jour où on Ça, a dit c'est qu'un sûr. homme peut tomber enceinte, c'est fini. Le jour où on a dit qu'un homme peut devenir une femme, bah, c'est fini. Et le Covid a empiré. Et le Covid a empiré parce que là, je regarde le métro parisien et je vois de plus en plus de jeunes filles voilées. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va leur dire? Nous qui avons embêté les Français, pour pas dire un autre terme, pendant 3 ans pour porter le masque. Pourquoi on emmerde les Français pour porter le masque et pourquoi on veut emmerder les musulmans pour pas porter le voile? On a perdu notre exemplarité, on a perdu notre unicité. Enfin, le voile et le masque, c'est pas la même chose. C'est une protection. Parce que la musulmane, elle se protège contre quoi? Contre l'enfer. Oui. Parce qu'elle, elle joue le match d'après. Nous, on joue le match maintenant, parce qu'on est devenus des individualistes. Nous, on a bloqué le monde à cause d'un virus. Oui, vous voulez dire les croyants. Enfin, Bien sûr, ceux les qui sont croyants, et oui, le bien monde sûr, est croyant. bien sûr. C'est nous qui sommes l'exception en France. C'est nous qui ne croyons pas. Le monde entier croit. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Je prends le Covid, mais sur tous les thèmes, nous avons perdu. Vous avez les élections américaines. Même la Côte d'Ivoire fait mieux. Comment voulez-vous qu'on aille voir les Ivoiriens ou les Marocains leur dire « faites des élections libres ». C'est notre folie, c'est notre, comment dirais-je, c'est notre fanatisme aujourd'hui. Excuse-moi. Sur les droits LGBT, on n'est pas du tout audible. On n'est pas du tout audible. Même si on a raison. Je trouve qu'un des grands progrès de l'Occident, c'est d'avoir Merci, ami. banalisé, dans le bon sens du terme, l'amour homosexuel. C'est Oui. très bien. C'est quand même un progrès. par C'est un rapport super à- progrès. Mais là, on est parti trop loin. Quand vous avez Mélenchon qui dit « je suis heureux parce que c'est la fin du patriarcat en France Ah bah ouais. Ouais. », comment voulez-vous qu'un Arabe vous suive? Ou un Chinois? Non, mais c'est même pas ça. C'est comment voulez-vous une partie de l'Occident vous suivre? Regardez, Ouais. moi j'ai été extrêmement frappé que Poutine, qui est quand même un politicien, on peut penser là, il consacre la moitié des discours aux LGBT, à Bien la sûr. cancel culture, à la Mais woke. parce que pour lui, c'est fondamental. Ouais. Non, mais moi, C'est important, non, mais c'est moi, je pas, vais vous c'est pas dire, seulement tactique. quand j'ai senti que vraiment on C'est- basculait, c'est quand, si par exemple je dis, moi, Berkoff, mais, ou Driss Ghali, ou Yanis, c'est que je crois que je peux difficilement avoir un cancer de l'utérus. On me dit que je suis transphobe. Oui, c'est ça. Là, quand même, ça arrive il y a un à un problème. degré C'est gentil. qui est un vrai problème. C'est que je suis... Ah oui, mais si vous osez dire que vous ne pouvez pas avoir un cancer de l'utérus, je veux dire, je ne sais pas, la possibilité, effectivement, comme disait Michel Audiard, il y a certes des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Donc, Ben oui, mais voilà. c'est ça le problème, Mais c'est qu'on veut que les minorités excellent. deviennent des normes. voilà. C'est un vrai Et sujet. on veut normer tout Ah, ça. bah. C'est qu'on s'en fout, quoi, je veux dire. Mais Et du coup, moi, ça rejoint ma grande peur à moi, qui est pas du tout sur ces parties-là, sur la démonétisation. Moi, c'est l'identité numérique. l'identité numérique. Mon gros sujet, mais qui revient sur le fait de faire, une norme. On est tous pareils, on a tous un utérus et un pénis. On est dans quelque chose qui est normé, qui est drivé, qui est Mais c'est pour qu'on tout- enlève il en une faut pour unicité. tout le monde. Et pour moi, On enlève l'identité les numérique, identités, quoi. C'est ça, on revient exactement. toujours à ça, ouais. Et l'identité numérique, pour moi, elle passe au-dessus, justement, des problèmes, des croyances ou des problèmes qu'il peut y avoir au niveau du dollar ou de la monnaie. Parce qu'une fois qu'on passe dans l'identité numérique, et donc la démonétarisation qui va avec, Oui. je veux dire, tout ce dont on est en train de parler là, en fait, il n'y a plus rien. C'est aux manettes de quelques-uns. Ouais. Et c'est terminé. Et c'est fini. Et on a déjà... Pas enfin, moi, pour moi, j'ai l'asservissement de vécu les périodes du Covid comme des périodes de test de qu'est-ce que la population est prête à accepter. accepter. Et pour le Absolument. confort, si on revient sur l'histoire du confort, Absolument. l'identité numérique, c'est génial. C'est-à-dire qu'on nous a appris à faire en sorte de sortir de la culture de l'effort et de la persévérance pour arriver dans le plus c'est facile, mieux c'est. Mm. Mais vous inquiétez pas, on gère. Tout à fait. Il gère. Et c'est la Il gère, liberté. Il il gère gère. très bien. Ouais, ça, c'est clair. Mais je suis pas sûre qu'on va être les gagnants au bout du compte. Mais ça, Yanis, c'est ma grande peur. Yanis et Ziadi, est-ce que
Vous avez un commentaire là-dessus? Est-ce que Moi, je suis ça vous venu pour intéresse? cioncher du saucisson, principalement. Bravo. Voilà quelqu'un qui parle. Vrai. Voilà, vrai. Yannis parle vrai. J'adore. Non, mais vous savez, non, mais c'est drôle. Je vous écoute, mais je crois qu'on est. Moi, c'est drôle. Fondamentalement, je dirais, et je vous entends, et je crois qu'on est tout à fait, on est assez d'accord là-dessus. Mais je ne sais pas pourquoi je reste optimiste. C'est peut-être naïf, mais je pense qu'il y aura une part de liberté entre nous, une part de penser contre soi-même, une part de ne pas accepter. Vous savez, quand on relit Orwell, C'est vrai. et quand on lit encore une fois la servitude volontaire, on a parlé de la Boétie, 1571. Il faut relire le traité de la servitude volontaire, c'est comme s'il était écrit hier. C'est vrai. Tout y est, mais tout y est. Donc il y a toujours eu la tentation de dire soumettez-vous, acceptez, tout va bien et tout va aller bien. Et puis des gens qui disent non, on n'est pas d'accord. Ouais, mais aujourd'hui, ceux qui disent on n'est pas d'accord, Ouais. je veux dire, ceux qui sont entre guillemets en face, on va dire l'État, de manière générale, a des moyens qui n'étaient pas le cas au moment où on écrivait Ouais. la servitude volontaire. Et aujourd'hui, par exemple, tous ceux qui décident, et c'est leur choix, de vivre en dehors de la société. Je prends l'exemple, un truc tout bête, les habitats légers. Qu'est-ce que vous Grand appelez silence. les habitats légers? Les habitats légers, c'est donc toutes les maisons qu'on peut construire, qu'on peut bouger. Enfin, voilà, des gens qui Ah oui, vont d'accord. s'installer dans Immobilier. des endroits, vivre en communauté. Après, pourquoi pas, chacun son choix. Bon. Qui font des expériences de vie dans une société qui n'est pas celle qu'on connaît là aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, on a demandé à des maires, Des maires. les maires municipalités, Oui, maire M-A-I-R-E-S. MAIRES, D'accord. voilà, tout à fait, à ces maires-là de recenser sur leur commune toutes les personnes qui sont dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'appareil public Ouais. pour aller chercher ceux qui ne veulent pas Ah oui, se vivre dans conformer. cette société, qui Ouais. ne veulent pas se conformer. Et les outils qui sont mis en place pour pouvoir les empêcher de faire cette expérience-là, qui me dérangent en soi, après, je rentre pas dans les ZAD et tout ça, mais dans l'absolu, là, on parle de minorités qui vivent à très peu dans des endroits, et ces gens-là, on va les empêcher de vivre comme ça en faisant passer des lois et des machins, voilà. Et puis demain, on va s'occuper, demain, pour moi, c'est pas la monétarisation, c'est le climat. On va utiliser le climat pour faire aux gens des choses qu'ils n'auraient pas On envie n'aurait pas de pu le faire. ouais. Et donc, on en revient Ça sur cette commence déjà, manipulation de masse, mais qui est, mais qui est Colossal. tellement globale et généralisée et utilisée, mais parce qu'on les a déjà fait. Enfin, je veux dire, Hitler, on n'a rien inventé, c'est déjà fait. Sauf que j'ai l'impression qu'on l'a un peu oublié, en fait. Non, ce que Très je veux dire, juste. c'est que moi, je crois, alors c'est encore une fois, c'est peut-être mon Très juste, optimisme que dit naïf, mais moi, je crois qu'on peut quand même, la technologie, la technique aujourd'hui, on peut produire des esprits libres qui ont utilisé, c'est toujours pareil. On va pas parler d'intelligence artificielle. Oui, mais il faut Mais qu'ils la- aient l'esprit critique, il faut qu'on leur cultive Et l'esprit on critique. revient à l'éducation. Eh ben Je veux oui. dire, on revient à l'éducation. Est-ce que la première des choses à apprendre, c'est parler. l'esprit critique? Ben oui. C'est ça. Mais franchement, je ne vois pas pourquoi une certaine... Regardez, je vais vous donner un exemple, juste par rapport à ça. Et on peut critiquer ou pas critiquer, c'est intéressant. Prenez Elon Musk. Oui. Elon Musk, c'est vraiment un très bon exemple. C'est le type qui a fait Tesla, SpaceX, qui a fait une expérience sur l'intelligence artificielle, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait Elon Musk? On se disait, celui-là, c'est vraiment l'exemple du système du GAFAM, du milliardaire dans sa splendeur native. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète Twitter pour 44 milliards de dollars. Il faut les avoir, d'abord, les 44 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il casse la baraque. Il ouvre la boîte de Pandore. Il fait savoir que le FBI avait effectivement censuré les GAFAM pour leur dire vous n'allez pas parler de ça et de ça et de ça, notamment à des médecins par rapport à ce qui s'est passé au Covid et compagnie. C'est quand même fascinant. C'est-à-dire, Oui, au mais, fond... oui, mais d'accord, ok, mais Oui. jusqu'à nous, en fait, est-ce que c'est arrivé jusqu'à nous? Est-ce qu'il y a un Ça Français? arrive. Ok, ça arrive jusqu'à Oui. nous, mais les gens s'en foutent. Je C'est sais en pas. ça que moi, je suis moins optimiste, parce Ouais. que j'ai cette sensation que même en sachant ça, Grand problème. ils s'en foutent.
Vous voulez dire que tant que nous aurons la charcuterie et le vin rouge, on s'en fout. C'est ça ce que vous êtes en train de dire, Agnès Mais oui. Baudin. Vive Rabelais. Revenons au Donc, basique. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous dire, je crois que le vin rouge, la charcuterie et tout le reste nous aidera au contraire à penser librement et de Ouais, façon ah, mais critique. c'est- Arrêtez de c'est critiquer. l'urgence numéro Ce un. n'est pas... Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est une comptine. C'est une comptine. Allez, tout le monde. Alors, quelle est la chanson que vous laissez tous? Boire un petit coup, c'est agréable, vous la connaissez? Allez, vas-y. Boire un petit coup, c'est doux, mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Allez, j'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon quand il est bon, mais j'aime encore mieux le sein de ma nourrice. J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon, c'est bon. Et ben voilà. Et pourquoi vous ne voulez pas que ça rejoigne à l'intelligence? Moi, je dirais que l'intelligence artificielle ne mène pas forcément à la connerie naturelle. Oui, Voilà. ah, c'est très beau, ça Non, serait mais- très beau. Mais Merci le beaucoup. problème, c'est l'humilité. Merci beaucoup. C'est que l'esprit critique, l'intelligence, ça va avec l'humilité. Or, nous sommes dans une société narcissique et la technologie sert l'hubris et le narcissisme. Oui. Et, C'est vrai, mais- et oui. Driss Ghali. Donc il faut. Ouais, je C'est pense très que dur, le combat est dur. on vit quand même. Je suis tout à fait d'accord. Je pars du postulat qu'on vit une époque où tout change très vite, où rien n'est plus linéaire. Vous voyez, avant, on faisait telles études pour faire telle chose. Maintenant, on peut changer en cours de route. Et si l'épidémie du Covid a eu au moins un mérite, c'est celui-là, c'est que les gens se sont réinventés. C'est vrai. Ça, c'est pas- Donc pourquoi on ne pourrait pas mettre à jour nos systèmes opérationnels les uns Le les autres? logiciel à nous, oui. Parce que le changement vient de nous aussi. Si les gens arrêtent de croire Au des- matérialisme. par exemple. Et ça bouge un peu. Les gens commencent déjà à se réveiller. Bon, là, comme tous les réveils, parfois, ils ont les yeux un peu sidérés, puis c'est pas facile de trouver là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative écrite. Il n'y a pas un livre qui dit voilà l'alternative au système. Et autre chose, je pense aussi, mais là, c'est du ressenti, c'est aussi un postulat. Il y a des bonnes élites qui attendent. Et peut-être qu'avec la technologie, peut-être que les prochains insurgés utiliseront l'IA. Parce qu'aujourd'hui, la technologie que nous avons, elle est utilisée notamment dans un Pour but l'abrutissement. contre-insurrectionnel. Ouais. C'est-à-dire que les opposants, dans le berceau, on leur dit tu parles pas parce que tu parles es pas, fake tu te news, tais, ouais. fake news complotiste. Oui, oui, c'est C'est-à-dire ça. que c'est extraordinaire. Même si Mao avait ça, il aurait épargné des vies en Chine. Hein. Puis on a internalisé la lutte contre les fake news, c'est-à-dire ce sont les gens qui Oui, mais produisent les fake news qui produisent les C'est ça, contre-fake c'est news. ça, c'est ça. Oui, mais je voudrais vous rappeler que 14-18, le bourrage de crâne et compagnie, faut pas croire. C'est pareil, hein. Oui, mais justement, le conditionnement existe depuis des C'est millénaires, vrai. voire des siècles. Et à un moment donné, moi, je reviens à ça. Bon, Alors, vous allez me- d'accord. Mais oui, mais il y a D'accord. des gens à un moment donné qui disent basta. Il y a nous. Et on peut utiliser. Il y a nous, mais on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Non, On et, est moins seul qu'on effectivement, ne il le y en a croit. de plus en plus. Ça, c'est peut-être le côté positif, entre guillemets. Mais dans le mouvement ou dans la bascule, dans ce changement dans lequel on est là, et ça, je suis d'accord sur le fait que il y a ce qu'on disait en Grèce, dans les mythes grecs, on parle dans les cas de transition, on passe toujours par le chaos. Et on est dans cette période de chaos. Et sortiront, on va dire, à peu près en vie ou comme on veut, de cette période-là de transition, je pense qu'on s'en sortira pas tous, en fait. Ah, De ça. c'est Et, sûr. et on est mais déjà en train certains d'en s'en laisser. sortiront. Enfin, je veux dire, C'est là, la il y a des transhumance des générations- Oui, non, mais d'accord, ok. Mais là, c'est les jeunes qu'on est en train de Nous. sacrifier. Parce qu'avec le Covid, tous ceux qui sont en dépression aujourd'hui, ou tous ceux qui ont des problèmes cognitifs, là, qu'on est en train de voir arriver, je veux dire, Ah ben, les eux, plus ils pourront fragiles, pas. bah non. Bien sûr. Voilà. Alors, je vais vous Je suis dire. entièrement d'accord. Regardez, vous n'êtes pas. Vous savez quoi? On est en train de vivre un moment historique. Ah. Nous, ici. Agnès Nodin. Le début de la fin. Non, ou la fin du début. La fin, d'accord. Ou la fin du début, Ok. Agnès. Ou la fin du début.
Donc, Agnès Audin, La loi de l'Omerta. Lisez-le, c'est un bouquin acéré et très fort. Driss Ghali, Français, réveillez-vous. Remarquable, brillant, je dis ça il parce faut que j'écrive. c'est... Ah non, mais je veux dire... Et Caroline Galateros, on attend, effectivement... Oui, on attend, oui, on attend. Je sais, on attend. Les mémoires de Géopragma, voilà. Yanis Eziadi, on le reverra au théâtre, on le reverra ici et partout, Et effectivement. dans Causeur, et dans Causeur. Boulot et dans Causeur, évidemment, dans Causeur, il faut parler de Causeur. Et puis Boulot et Elios Ferré, partout, effectivement. Les deux C'est plus gentil, grands très guitaristes gentil. que je connais. Et Jean-Luc Andiotti qui sera toujours avec nous, parce qu'un bar sans piano, ça n'existe pas. C'est une église sans autel. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. C'est ce qu'on appelle faire les bars parallèles. Exactement, c'est voilà. Et comme disait quelqu'un magnifique, vous savez, un jour, l'écrivain Antoine Blondin, qui était un bon buveur devant l'Éternel, et un jour il faisait le Tour de France et il arrive à l'équipe, il travaillait à l'équipe, et il arrive avec une note, c'était les francs à l'époque, il arrive note de frais pour un week-end, 10 000 francs. Alors on lui dit, mais Antoine, t'exagères, qu'est-ce que 10 000 francs, mais qu'est-ce que tu vas faire 10 000 francs? Au moins justifie, il met 10 000 francs. S'il justifie. Et qu'est-ce qu'il met? Verre de contact. Très bon. Voilà. Verre de contact, voilà, tout était dit. Et je vais vous dire, encore une fois, vous, qui êtes avec nous, qui avez bu, qui avez chanté, j'espère, abonnez-vous vraiment à omertamedia.fr, je le dis pour ne pas me tromper, Omerta Média, et puis évidemment notre chaîne YouTube. On vous attend sur la chaîne YouTube. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez nous envoyer des vidéos où vous chantez avec nous. Voilà. Et elle... Lorraine. Moi, je vous enivre. Mais même sans boire, vous m'enivrez. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier à tous, à toutes, Grande parce joie. que... À toi, Jean-Luc. Et vraiment, ça a été énorme et ça a été... Voilà. On espère que vous avez passé, vous savez, encore une fois, les nuages, c'est sûr, mais je voudrais vous rappeler quelque chose de magnifique. Tristan Bernard, qui était un juif à l'occupation, arrivent les Allemands. Et on lui dit, alors, vous appartenez au peuple élu? Il dit, non, je crois qu'il est en ballottage en ce moment. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Et il a dit, je crois que c'est en ballottage. Et il a dit quelque chose de beaucoup plus beau. Il a dit, nous vivions dans la peur, maintenant on va vivre dans l'espoir. C'est-à-dire que c'est Ouais, toujours pareil, c'est entre vrai. la peur et l'espoir. La peur, c'est effectivement tout ce qu'on voit, tout ce que vous avez décrit, tout ce que nous avons décrit. Et l'espoir, c'est que je crois que, voilà, il y a dans l'âme humaine, en utilisant toutes les technologies, y compris l'IA, y compris tout ce qu'on veut, La à un survie. moment donné, Survie. la survie et puis cet L'espoir, être c'est le humain. combat. L'espoir, c'est Et le combat. je finirai par ce que disait Arthur Adamov, le grand dramaturge Arthur Adamov. Il a dit, moi, ce que j'aime dans chaque être, c'est la chalume. On dit, c'est quoi la chalume? La chaleur humaine. Mais oui. Et il Ah, appelait mal. la chalume. À la chalume. Voilà. À la Et ici, chalume. allez, à nous, Allez, À la à chalume. nous la tous. chalume. Eh bien, mes enfants, vive Diderot. Diderot. Et vive Mais la oui. chalume. Et vive la chalume. Ça me semble Eh très oui. bien comme slogan. Hein, pour c'est ce- beau, la Ah chalume. oui, c'est beau la Et chalume. Et Là, merci là. à vous de nous Merci avoir à toi, suivis et merci à écoutés. toi. Et les dimanches, hein, soyez avec nous les dimanches et puis tout le temps, hein, sur YouTube, partout. Et puis abonnez-vous et soyez là, suivez-nous. Et moi, quant à ma personne, si vous voulez me suivre sur Sud Radio, de temps en temps, 12h30 à 14h, eh bien faites-le.